vous savez, l'étude des périodes anciennes, c'est-à-dire pour le Moyen-Âge antérieur au XVe siècle, est complexe pour de multiples raisons. D'une part, nous n'avons pas de texte, ou presque pas. Et si nous en avons, il faut bien avouer que la plupart du temps, ils ne concernent pas les œuvres qui sont conservées, notamment pour le vitrail. Alors il faut attaquer d'une autre manière. Le vitrail étant une composante de l'architecture, puisqu'il assure le clos de l'édifice, on doit essayer de chercher des clés du côté de la datation du bâtiment. Cette datation, elle peut être très précise, ou alors pas du tout. Nous devons donc nous baser sur les œuvres, sur ce qu'elles peuvent encore nous montrer. Cela dépend de leur état, l'état de conservation, les restaurations qu'elles ont subies, les aléas de l'histoire, les destructions, et pour le vitrail en particulier, les déplacements, puisqu'un vitrail a la faculté de s'adapter à différents types d'ouvertures. Il suffit d'élargir les panneaux ou au contraire de les raccourcir. On peut déplacer les vitraux dans un même édifice ou d'un édifice à l'autre, dans la même ville, dans une autre région. Autre difficulté, tout n'est pas conservé, loin de là. Pour une cathédrale comme celle de Chartres, qui a préservé 90% de sa vitrerie médiévale d'origine, combien avons-nous d'édifices qui ne conservent plus que quelques vitraux, voire une unique baie, ou même un ou deux panneaux? C'est un cas extrêmement fréquent. Et dans ce cas, bien sûr, notre raisonnement peut apparaître complètement biaisé. Il faut donc à chaque fois relativiser les choses en fonction de ce qui est arrivé jusqu'à nous. Malgré tout, nous avons eu de grandes avancées ces dernières décennies grâce aux travaux de plusieurs générations de chercheurs et aux observations qui ont été faites in situ, mais surtout en atelier pendant les restaurations. C'est vraiment lorsque les panneaux sont déposés qu'on peut les observer sur toutes leurs facettes et vraiment juger de la façon dont la peinture a été appliquée, de sa qualité, des différences, pas seulement de style, mais vraiment de main d'un artiste à l'autre. On arrive à faire depuis longtemps des liens stylistiques entre les œuvres, mais dans ce cas, il y a deux choses. Doit-on rester très prudent et parler de ce que les Allemands appellent un Zeitstil, c'est-à-dire le style d'une époque, dans une région, dans plusieurs régions, ou peut-on parler vraiment, avec assurance, de l'intervention des mêmes ateliers d'un endroit à l'autre? Tous les cas, évidemment, ne sont pas résolus et ne seront peut-être jamais résolus. On peut avoir un vocabulaire pictural qui est répandu dans une région à une époque donnée. C'est en observant plus près les œuvres qu'on peut identifier avec certitude les mains des artistes et être à ce moment en mesure de dire que ce sont bien les mêmes que l'on retrouve dans un édifice ou dans un autre, de la même ville, dans la même région ou en dehors même de la région. Les études très fines qui ont été menées ces dernières années sur plusieurs édifices qui conservent un nombre significatif de vitraux et qui permettent un raisonnement assez large ont montré que plusieurs ateliers, plusieurs peintres ont travaillé côte à côte sur ces très grands chantiers gothiques du début du XIIIe siècle. Je citerai un peu au hasard les cathédrales de Chartres, Bourges, mais aussi Beauvais, Troyes, Angers, toujours au hasard. On arrive bien sûr à isoler des ateliers et des peintres à l'intérieur de ces ensembles, et on a pu voir à quel point, sur ces grands chantiers, le travail a pu être collaboratif. Tous ces gens-là travaillent ensemble sur les mêmes parties de l'édifice, sur les mêmes vitraux, parfois sur les mêmes panneaux. Je vous renvoie à l'étude de Claudine Lottier dans le bulletin monumental sur la nef de Chartres, qui a ensuite ouvert la voie à d'autres études sur d'autres édifices qui ont montré à peu près le même constat. Mais qu'en est-il d'un édifice à l'autre, dans la même ville, dans deux villes différentes, dans la même aire géographique ou pas, à la même époque, stricto sensu, ou à une ou deux décennies d'intervalle? Le questionnement que je vous propose ce soir, évidemment, n'est pas propre au vitrail. On le retrouve dans plein d'autres techniques artistiques, la peinture murale et évidemment les sculptures, pour rester dans le domaine de l'art monumental. Alors l'étude que je vous propose ce soir, elle est basée sur en fait ce que je connais le mieux, c'est dans l'ouest de la France, l'Anjou, le Maine, le Poitou. D'abord au XIIe siècle, pour prendre les choses un petit peu au commencement, mais cela nous amènera à aller très vite vers d'autres territoires, comme le Berry et la Touraine, dans la première moitié du XIIIe siècle. Alors l'ouest de la France, au XIIe siècle, est une aire géographique très étendue, mais bien cohérente du point de vue religieux, historique, politique, culturel et artistique.
en fait, nous sommes dans ce qu'on appelle l'espace plantagenet jusqu'au début du XIIIe siècle. C'est une aire immense. Une bonne partie des diocèses est rattachée à la province de Tours, qui comporte à l'époque les évêchés bretons. Poitiers est rattaché à la province de Bordeaux, mais cette province est théoriquement placée sous la juridiction de l'archevêque de Bourges. Bien entendu, nous avons des différences selon l'endroit où on se situe, en Normandie, en Bretagne, en Anjou, en Poitou, en Aquitaine. Mais autour d'un noyau central qui est déterminé par les points du Mans, d'Angers et de Poitiers, et même jusqu'à la Touraine, nous sommes dans un espace qui est particulièrement cohérent. Alors le vitrail dans cette aire plantagenet a été étudié d'abord par Gianni Ward dans les années 50, sa thèse a été soutenue en 1958, puis par Anne Grandboulan dans une thèse de 1990, dont les principales conclusions sont exposées dans 2 articles dans la Revue de l'Art et dans des actes du colloque sur les émaux limousins qui s'était tenu au Louvre dans les années 90 aussi. Je reprendrai d'ailleurs une partie des conclusions d'Anne Grandboulan pour ce que je vais vous montrer du XIIe siècle. Au milieu du XIIe siècle, dans le Maine, l'Anjou et le Poitou, 3 édifices majeurs subissent une reconstruction totale ou partielle. Ce sont les cathédrales du Mans, de Poitiers et d'Angers. À Poitiers et Angers, on lance la reconstruction complète de la cathédrale. Ces chantiers ont été étudiés pour l'architecture et la sculpture par Bénédicte Fillon-Braguet dans une thèse. Poitiers commence par le chœur, le chantier commence par le chœur, avec une date de voûtement des parties orientales aux alentours de 1165, si on accepte la lecture traditionnelle de la clé de voûte, d'une des clés de voûte des parties orientales. Je vous renvoie au volume dirigé par Claude Andrew-Schmitt dans les années 2010. La datation de la clé de voûte, admise traditionnellement, colle avec d'autres indices, en particulier la figuration des donateurs en bas de la crucifixion, Henri II Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine, avec seulement 4 de leurs fils, ce qui nous amène dans les années 1160. Angers est aussi un édifice qui va être entièrement reconstruit, mais cette fois-ci le chantier commence par la nef et pas par le chœur, aussi au milieu du XIIe siècle. Les voûtes, là nous avons la chance d'avoir quelques textes, les voûtes ont été financées par l'évêque normand de Douai avant 1153. Sur cette nef, je vous renvoie à une étude qui vient tout juste de paraître chez les Purs, qui est basée sur le portail de la façade occidentale, mais qui considère évidemment la nef qui appartient à cette campagne de construction. Donc Normand de Douai finance les voûtes avant 1153, mais ce n'est pas une construction ex nihilo. En fait, les Angevins récupèrent des éléments de l'édifice roman antérieur, puisque les murs vitraux de la nef sont en bonne partie, la partie basse correspond à l'édifice roman qui avait été construit par Hubert de Vendôme. Simplement, on garde que la partie basse et on change l'élévation et on fait un voûtement. Alors ce choix de garder la partie basse des murs vitraux romans conditionne évidemment l'ampleur de la nef et le fait qu'il s'agisse d'une nef unique. Nous avons aussi la chance d'avoir un autre texte qui nous dit que le chantre Hugues de Semblancet aurait donné de quoi faire tous les vitraux de la nef, sauf 3, entre 1162 et 1177. On y reviendra. À la cathédrale du Mans, l'édifice roman remontait au XIe siècle. Il avait été achevé par la nef par un évêque illustre, Hildebert de Lavardin, qui avait dédicacé cette nef en 1125 avant d'être transféré sur le siège de Tours. La nef est remaniée dès le milieu du XIIe siècle par l'évêque Guillaume de Passavant à partir de 1145, puis dédicacée en 1155. Je vous renvoie aux études de Léa Domitchouk, notamment dans le catalogue de l'exposition du musée de Cluny sur Chartres et Saint-Denis et le premier art gothique. Comme à Angers, au Mans, on décide de conserver les murs vitraux, la partie basse des murs vitraux de l'édifice roman. Là encore, ça conditionne l'ampleur de la nef et le fait qu'il s'agisse vraiment d'une nef, cette fois-ci, à vaisseau central et véritable bas-côté, contrairement à Angers, où c'est une nef unique. Cependant, l'élévation est entièrement reprise pour pouvoir accueillir un voûtement. Dans les 3 cas, nous sommes face à une architecture qui est particulière à la région
Je reviens sur Angers parce que c'est l'exemple le plus canonique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gothique plantagenet. Cette architecture est marquée par des voûtes très bombées, épaisses, des ogives massives, la paroi inférieure des murs gouttereaux qui est aveugle, animée d'arcades, et un seul niveau de baie haute avec des baies en plein cintre géminées. Alors, c'est le type d'architecture qui marque pleinement Angers et Poitiers, qui sont deux édifices, deux cathédrales sœurs, si on veut. C'est un peu différent au Mans, où on a des véritables à côté, qui ouvrent directement par des fenêtres simples. Ces trois ensembles vont recevoir au même moment des vitraux qui sont en partie conservés. Les vitraux du chevet de Poitiers sont en place toujours, mais ont été très remaniés dans les années 1880 lors d'une restauration qui voulait restituer un état de ces vitraux un peu conforme au XIIe siècle. Ce sont des vitraux qui ont beaucoup souffert de destruction des Huguenots en 1562, mais aussi d'une grosse reprise du XVIIIe siècle. Ces vitraux remontent aux années 1860, nous l'avons vu, sont caractérisés par des fers droits, des très larges bordures qui sont caractéristiques de l'ouest de la France, au XIIe, mais aussi on le verra jusqu'au XIIIe siècle. Ils sont caractérisés aussi par la très grande échelle des représentations, non seulement des médaillons, mais aussi pour la crucifixion, dont les personnages sont plus grands que la taille réelle, la taille humaine. Et puis ils sont caractérisés par la façon de représenter les personnages, les silhouettes. Ce sont toujours des silhouettes très alliancées, dans des attitudes dansantes, un peu maniérées, un peu contournées, souvent des figures qui forment un arc de cercle, là encore, qui sont caractéristiques de la tradition picturale de l'ouest de la France, dans le vitrail, dans la peinture murale et dans la peinture de manuscrits. L'étude d'Anne Grandboulan a montré l'action de trois peintres différents dans ces vitraux. Alors, il n'y a pas un peintre par vitrail, c'est beaucoup plus collaboratif que cela. En fait, les peintres travaillent ensemble sur les mêmes verrières. Le peintre principal est celui qui a fait la plus grande partie du vitrail central, celui des apôtres, quelques panneaux du vitrail de Saint-Laurent aussi. Il est caractérisé par un traitement très graphique des personnages et des visages, des drapés en verre emboîté. Les visages sont marqués par des sourcils souvent effilochés, une liaison en U entre les sourcils qui est vraiment caractéristique, un nez court et bosselé, et un traitement des chevelures et des barbes en aplat. Ou si ce n'est pas totalement en aplat, ce sont des grosses boucles qui forment comme une sorte de casque autour du crâne des personnages. Un autre peintre a réalisé le sommet du vitrail de la crucifixion, le Christ de l'Ascension et les deux anges qui l'accompagnent, et quelques éléments du vitrail de Saint-Laurent. Il se caractérise par une façon de rendre les volumes qui est plus convaincante que le principal, où les drapés forment un écran devant les personnages. Là, on a vraiment l'impression de saisir le volume du ventre, des cuisses et des genoux de l'ange. Il a un pinceau plus léger, une grisaille qui est moins chargée. Le premier peintre travaille beaucoup en empattement. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Et puis la façon de peindre les visages est différente. Le nez est court, plus droit, les sourcils sont presque en arc de cercle, les yeux en amande, souvent soulignés d'un cerne, la bouche plus petite, et les chevelures sont toujours traitées en mèches parallèles bien distinguées, jamais en aplat. Le troisième peintre a fait plusieurs panneaux du vitrail de Saint-Laurent. J'ai préféré montrer parfois des photos noir et blanc parce que les photos couleurs étaient beaucoup moins réussies. Lui se caractérise par une façon de dessiner les yeux qui sont plus petits, très cernés. On a les deux arêtes du nez qui forment une pointe sur le front, des sourcils qui sont toujours bifides, un traitement des chevelures qui est en aplat et une façon de rendre les volumes un peu plus souples que le peintre principal. Donc à Poitiers, nous avons la chance d'avoir suffisamment d'éléments en suffisamment bon état, malgré les restaurations, malgré les reprises, pour être en mesure de distinguer différents peintres et de caractériser leur manière. La situation est plus complexe au Mans et à Angers, en raison de lacunes très importantes et de remaniements bien plus lourds.
Au Mans, la création de vitraux au XIIe siècle s'échelonne des années 1120-1125 jusqu'aux années 1180. Et au Mans, notre vision, malheureusement, pour les parties basses, c'est valable pour tout l'édifice, partie romane et gothique, notre vision est entièrement conditionnée par les restaurations du XIXe siècle. Les restaurateurs au XIXe siècle ont replacé dans la nef la quasi-totalité de ce qui subsistait des verrières du XIIe siècle, éparpillées dans tout l'édifice. Ils ont reconstitué un ensemble et ils l'ont complété. La difficulté, c'est qu'ils ont mis ensemble des panneaux qui ne prenaient pas des mêmes verrières. On a des panneaux des années 1120, on a des panneaux des années 1150, des années 1160, des années 1180. C'est une espèce de grand mélo du XIIe siècle. Cela provient de l'édifice roman, cela provient de la nef remaniée au milieu du XIIe siècle, et puis de remplois replacés dans le chœur gothique qui ensuite a succédé au chœur roman. La situation est très complexe au Mans. Anne Grandboulan a dégagé différents ensembles. Pour les panneaux qui remontent aux années 1160, eh bien, on y retrouve les trois peintres que l'on a vus à Poitiers, sans le moindre doute. Par exemple, dans une verrière de Saint-Pierre dont nous possédons encore le panneau du Saint délivré par l'ange, on retrouve la main du peintre qui a fait le Christ de l'Ascension et les anges qui vont avec. On retrouve aussi l'un des peintres de Poitiers dans la verrière de Saint-Gervais et de Saint-Protais et un panneau du Christ parmi les docteurs où on retrouve le peintre principal. Donc on a bien à Poitiers et au Mans la trace des mêmes peintres, des mêmes ateliers qui ont travaillé sur les deux chantiers. À Angers, la situation est plus difficile à lire parce que ce qui subsistait de la première vitrerie de la nef, qui datait d'avant 1177 si on se fie au texte, cette première campagne a été en très grande partie soufflée en 1944. Ce qui a pu être remonté dans la nef actuellement est dans un état absolument déplorable. Et je resterai très circonspecte parce que je n'ai pas vu déposer ces panneaux. Donc attention, voilà à quoi ressemblent maintenant ces vitraux des années 1160. On a encore ce qu'il reste d'une enfance du Christ. Je vous montre les parties les plus lisibles, l'Annonciation et une partie de l'Adoration des Mages, qui ont été rassemblés avec une bordure qui est contemporaine des années 1160, mais qui ne vient pas de ce vitrail. C'est un remontage. On avait une deuxième bordure contemporaine, mais qui, elle, n'a pas survécu au bombardement de 1944. On va retrouver à Angers des choses qui sont proches de ce qu'on a vu à Poitiers et au Mans. Le recours à des barbottières droites, à de très larges bordures, les silhouettes des personnages, leurs attitudes dansantes, les silhouettes en arc de cercle qui sont caractéristiques de la peinture de l'ouest de la France. Des rapprochements ont pu être faits par rapport à un panneau du Mans, un panneau du Jugement dernier. Il y a aussi des panneaux de Chenu qui sont maintenant en Angleterre. Malgré tout, il est difficile de vraiment trancher et de voir là, à coup sûr, la trace des ateliers qui ont travaillé à Poitiers et au Mans. Ce qui est sûr cependant, c'est que les peintres ou le peintre qui a fait ces panneaux à Angers connaissait les vitraux de Poitiers et du Mans. Il les connaissait parce qu'il a repris le schéma de la bordure de la crucifixion de Poitiers. C'est le même schéma. Il a aussi repris le schéma de, je ne peux même pas parler de filet, c'est presque une bordure qui cerne les médaillons figurés, avec ces gros feuillages. En fait, il les reprend de la cathédrale du Mans. Alors, est-ce que ces peintres ou ces peintres ont été sur les chantiers du Poitiers et du Mans, ou est-ce qu'ils avaient des carnets de croquis, des carnets de modèles, où ils ont repris ces schémas décoratifs? Là, j'avoue que je ne trancherai pas, puisque je n'ai pas vu ce vitrail déposé, et vu dans l'état dans lequel il se trouve, c'est très difficile de juger dans le détail de la peinture. Ces trois chantiers vont se poursuivre dans la seconde moitié du XIIe siècle, et là encore, on va retrouver des expressions artistiques très proches. Alors, c'est un peu une lapalissade de dire que les périodes anciennes sont marquées par des problématiques de datation. Elles sont très fortes. Les dates peuvent être très larges, elles peuvent être fluctuantes.
au gré des recherches, au gré de l'interprétation des textes et des avancées des chercheurs. Et parfois, il faut accepter de devoir les réviser, au risque par effet de domino, en faisant bouger une datation, de voir toute une série de repères dont les datations vont changer. Et c'est justement ce qui est arrivé pour l'Anjou. À Angers, dans la nef de la cathédrale, nous avons une série de panneaux, 3 grandes verrières en place, qui correspondent à une deuxième campagne de décoration. Ces verrières sont en place, il n'y a aucune trace de désordre, elles s'accordent parfaitement à l'architecture dans laquelle elles se trouvent, il n'y a pas de désordre dans le cintre, donc elles ont vraiment été prévues pour ces emplacements-là. Il s'agit d'une glorification de la Vierge, de l'histoire de Sainte Catherine et d'une histoire de Saint-Vincent. Il reste aussi beaucoup de panneaux d'un vitrail de Saint-Martin, d'un vitrail de Saint-André, d'une verrière de Saint-Jean et de panneaux d'une légende qui n'a pas été possible d'identifier. Dans tout cet ensemble, nous avons 3 ateliers différents, mais qui montrent des similitudes. Au-delà des différences de peinture, ce qui marque dans ces panneaux, c'est la grande unité de la conception d'ensemble. On retrouve les fers droits, on retrouve les très larges bordures. Certaines d'entre elles renvoient à des modèles plus anciens. Par exemple, la verrière de la glorification de la Vierge à gauche, la bordure, est inspirée d'un modèle des années 1960, que l'on décline en le simplifiant. On joue sur une simplification des bordures des médaillons, cette fois-ci juste 3 filets, il n'y a plus les gros feuillages qu'on avait dans les années 1960. Les modules des médaillons sont assez proches dans leur taille. On joue aussi sur des artifices visuels pour lier les scènes les unes aux autres. Dans la glorification de la Vierge, 2 demi-médaillons mordent sur la bordure pour développer une scène. Dans le vitrail de Sainte Catherine, on varie légèrement les formes de médaillons pour organiser le récit. Dans le vitrail de Saint-Vincent, on a des demi-médaillons qui se développent presque en arrière-plan des médaillons principaux pour rajouter des épisodes supplémentaires. On a aussi une unité dans la lecture des récits. La plupart du temps, il se lit de haut en bas, ce qui est encore caractéristique de l'ouest de la France. Quand il se lit de bas en haut, c'est que l'iconographie l'exige. C'est le cas pour la glorification de la Vierge, qui se lit vraiment de bas en haut. Autre élément que l'on trouve dans tous ces panneaux-là, ce sont les types de verres. Il n'y a pas eu d'analyse physico-chimique sur ces verres, mais on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes verres que l'on avait dans les années 1960. Vous savez que au XIIe siècle, on a des verres que l'on dit sodiques, de composition sodique, et pour les bleus, c'est marqué par des bleus très pâles et qui ne se corrodent pas. C'est le cas de ce qui subsiste des vitraux des années 1960 d'Angers. Dans cet ensemble très vaste, on a des bleus beaucoup plus denses et surtout très corrodés. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes compositions de verre. Ce qui corrobore une datation sans doute beaucoup plus tardive que les verrières des années 1960. Dans cet ensemble, l'un des ateliers les plus prolifiques a été l'atelier que John Edward a appelé l'atelier du maître de Saint-Martin. On peut y distinguer plusieurs peintres différents, mais qui partagent le même vocabulaire pictural. En fait, ils parlent la même langue, ces 3-là, avec des personnages un peu fluets, avec très longilignes, avec des drapés qui cachent complètement les formes du corps, des jeux de V emboîtés toujours terminés par une fourche, ça c'est systématique chez les 3 peintres, des petites têtes sur un long cou, des yeux souvent globuleux, un nez long, fin et pointu au bout. Et puis, on voit des différences de peinture selon les peintres. Alors, le cliché qui se trouve à droite vous montre à quel point le travail a pu être collaboratif. Sur le même panneau, il y a l'activité de 2 peintres différents. Celui qui est à gauche a une grisaille qui est plus orangée, un trait de pinceau plus épais. Il travaille en aplat pour les chevelures, c'est systématique chez lui. Son voisin travaille plutôt en empattement et prend soin de distinguer chaque mèche de la chevelure. Malgré les différences de façon de peindre, on est vraiment sur quelque chose qui se ressemble beaucoup dans le vocabulaire pictural. Par extension, donc ces vitraux d'Angers
ont longtemps été datés des années 1190-1210, c'est-à-dire charnière 12e, 13e. C'était la datation proposée par Jenny Ward, reprise par Godecki et moi-même. En fait, ce qu'on voulait marquer, c'est qu'ils étaient postérieurs à la campagne des années 1160, mais antérieurs à la campagne gothique du transept et du chœur dans le premier tiers du XIIIe. Jusque-là, tout allait bien. Et on rapprochait de ces panneaux des panneaux similaires au Mans et à Poitiers. Au Mans, ce sont des panneaux de l'histoire de l'invention des reliques de Saint-Gervais et de Saint-Protais, mais aussi de l'histoire de Vital et de Valérie. Et à Poitiers, c'est toute une série de vitraux, dont 2 vitraux sur Abraham, Isaac et Lot, dans le chœur. On avait vraiment quelque chose de très proche sur ces 3 chantiers à la même époque. Or, nous avions 2 panneaux de la même production parmi un ensemble de panneaux plus ou moins employés dans la chapelle de l'hôpital Saint-Jean à Angers. Ce sont des panneaux bien connus par les chercheurs, Jenny Ward les connaissait très bien. Mais tout était un peu mélangé dans la chapelle. L'étude de cet ensemble a été confiée par la ville d'Angers, Jean-François Luneau et moi-même à l'automne 2023. Et nous avons vu les panneaux encore en place, puis déposés en atelier. Donc la photo était prise, les panneaux n'étaient pas du tout nettoyés, mais déposés. Il a pu être démontré dans cette étude que les panneaux du XIIe siècle viennent de la baie de l'Ancien Chœur. On a pu restituer l'iconographie complète de la baie. Il s'agit donc des vestiges du premier décor, du décor d'origine de la chapelle. Là-dessus, là on est content. Là où ça va moins, c'est que maintenant cette chapelle est très bien datée. Elle est datée entre sa fondation en 175 et une fin qui remonterait aux années 1182-1183. Ça veut donc dire que ces panneaux sont du début des années 1180 et par ricochet que les panneaux d'Angers du même atelier sont des années 1180 aussi. Pareil pour Le Mans, pareil pour Poitiers. Donc, il y a toute une série de datations, finalement, on vieillit toute une série de panneaux. Les implications, on pourrait dire, c'est une question de détail, on reste au XIIe siècle, dans la seconde moitié du XIIe siècle. On peut simplifier. Mais les implications vont encore plus loin. Jusque-là, on avait envisagé, la première, une deuxième campagne de vitrerie dans la nef d'Angers. On n'avait pas de texte, mais on se disait, bon, il y a une campagne dans les années 1160, ça colle avec un texte, tout va bien. Et puis une deuxième campagne, charnière 12e, 13e. Il s'est passé quelque chose. Donc on avait imaginé, Jenny Ward, Godecki et moi aussi, une catastrophe, un ouragan, de la grêle qui aurait déterminé la réfection d'une partie du décor de cette nef. Mais avec une datation plus haute, au début des années 1180. On peut se demander s'il ne faut pas revoir complètement cette idée et ne pas imaginer un décor qui aurait traîné. Au lieu d'être fait en un seul jet très tôt dans les années 1960, le décor aurait pu traîner jusqu'au début des années 1980. Ce n'est pas tout à fait invraisemblable, parce que pour Poitiers, par exemple, Bénédicte Fillon-Draguet a pu montrer qu'il y a eu 20 ans de décalage entre les vitraux du chevet de la cathédrale de Poitiers et les vitraux des côtés nord et sud du chœur. Il y a eu une vitrerie, des choses qui ont été mises en attente. Alors le style de l'atelier de Saint-Martin, que l'on voit à Angers, on voit quelque chose d'équivalent au Mans et à Poitiers, marque aussi d'autres techniques picturales, notamment des peintures murales. À Vieux-Pouzauges, à la limite de la Vendée et de l'Anjou, nous avons des peintures remarquables qui montrent encore ce style dit de l'atelier de Saint-Martin, sans doute à la fin du XIIe siècle. Alors, faut-il encore imaginer que tous ces vitraux sont l'œuvre d'un même atelier? Je ne sais pas si c'est mon côté chat échaudé qui craint l'eau froide, mais si auparavant j'avais suivi ce qu'avaient dit les chercheurs avant moi, que c'était le même atelier, je deviens maintenant très circonspecte, parce que ça fait beaucoup de verrières pour un même atelier en même temps. Toute une série de verrières à la cathédrale d'Angers, au moins 5. La verrière de la chapelle Saint-Jean, oui. Au moins 2 verrières au Mans. Au moins 3 ou 4 verrières à la cathédrale de Poitiers, dans le même laps de temps. On peut peut-être se demander, je sais que ça fait beaucoup d'hypothèses, si ce n'est pas en fait
l'esthétique développée dans une même région à une même époque qui parle en fait ici, plutôt que l'activité d'un même atelier, des mêmes peintres systématiquement à Angers, à Poitiers et au Mans. Au tournant des XIIe et du XIIIe siècle, Le Mans et Angers choisissent une autre orientation et Poitiers se détache du reste. Certains traits vont perdurer dans ces régions, le choix des barlotières droites à Angers et Poitiers, la lecture de haut en bas, voire une lecture alternée dans les baies géminées, et les baies composées, haut en bas puis bas en haut, et on lit comme ça, en alternant. C'est le cas à Poitiers et c'est le cas en partie dans la chapelle de la Vierge du Mans. On va conserver une organisation générale d'un grand médaillon très simple, à 2 ou 3 filets dans les 3 sites. Simplement, Poitiers va continuer de creuser le sillon des jeux d'organisation formelle en entrelaçant les fermaillets, les filets des médaillons, en produisant de grandes plages décoratives de plus en plus complexes dans le début du XIIIe siècle, en poursuivant ce qui avait déjà été amorcé dans les années 1880, alors qu'Angers et Le Mans vont abandonner ces jeux décoratifs. Ces 3 chantiers d'espace Plantagenet sont marqués dans le premier tiers du XIIIe siècle par un infléchissement des formes architecturales dans des proportions très différentes. À Poitiers, le chantier continue d'avancer en direction de la façade. La mise au goût du jour de l'architecture se fait dans ce qu'il est possible de modifier. En fait, les Poitevins gardent une unité du bâtiment et ils modifient ce qu'on peut modifier, c'est-à-dire les ouvertures et la façade sculptée. C'est là que la production des formes du nord de la Loire va se faire. Donc on va avoir dans les travées occidentales de la nef de Poitiers des grandes baies qui occupent presque la totalité de la travée, qui sont des baies composées, parfois très complexes, comme celle que vous avez avec la petite rose au-dessus, qui va servir de modèle à d'autres ensembles. On va aussi reprendre des baies plus anciennes dans des parties de l'édifice qui étaient assez obscures. On démolit les baies géminées, on garde les panneaux de vitraux. On reconstruit des baies composées et on y remonte les panneaux de vitraux anciens. Et puis, on va aussi introduire la modernité par le biais de la peinture murale, par le trompe-l'œil. Avec ces changements, vient aussi un changement d'ordre esthétique et iconographique. Le programme iconographique élaboré au milieu du XIIe siècle, très particulier entre Ancien et Nouveau Testament, s'arrête net au moment où le chantier change au niveau de l'architecture, c'est-à-dire entre les 2 travées orientales et les 2 travées occidentales. On arrête ce programme narratif, on arrête la pleine couleur et on bascule vers ce décor de grisaille. Et on a l'impression que pour les Poitevins, la modernité, c'est les formes de l'architecture des fenêtres et c'est le décor de grisaille. On a vraiment l'impression que c'est là que se situe pour eux la modernité. Quand ils vont reprendre des baies plus anciennes, en transformant l'ouverture elle-même, ils conservent des panneaux plus anciens, mais dans les ajours, ils introduisent, là encore, des grisailles. C'est l'un des équations qui subsistent de l'une de ces baies qui a été transformée au début du XIIIe siècle. Et ils vont aussi jouer avec la peinture murale pour moderniser cette architecture qui leur paraît peut-être un peu antique. Dans le bras sud du transept, on avait un décor de peinture murale de la fin du XIIe siècle, et on a une campagne de modernisation dans la seconde moitié du XIIIe. Et là, on ne touche pas à l'architecture, on laisse les baies géminées comme elles sont, on laisse les vitraux tels qu'ils sont. Simplement, par la peinture, on vient moderniser les choses, on crée un faux tympan ajouré au-dessus de cette baie géminée, dont les formes reprennent les formes architecturales de l'une des baies des parties occidentales de la nef. Et dans ces faux ajours, on place de fausses grisailles. C'est-à-dire un décor qui, je pense, pour les Poitevins, est un décor moderne, au goût du jour par rapport à leur ancien décor figuré. À Angers, les choix sont très différents. C'est une petite cathédrale, mais qui a une unité architecturale et au niveau de la décoration qui est remarquable. Et c'est choisi, c'est-à-dire qu'on choisit d'être fidèle aux premières parties du milieu du XIIe siècle, au fur et à mesure qu'on progresse vers les parties orientales. On conserve les murs vitraux aveugles animés d'arcatures de plus en plus brisées. On conserve les baies géminées, jusque dans la travée droite du chœur. On introduit des baies composées
un peu timides dans l'abside et des grandes roses rayonnantes dans les bras du transept. Les voûtes restent des voûtes très bombées, caractéristiques de l'Anjou, mais beaucoup plus fines, y compris les nervures. Alors les vitraux montrent une simplification dans l'organisation, dans le décor, qui montre bien une avancée vers des formes du XIIIe siècle, mais on va être fidèle à certains modules qui avaient été choisis pour la nef. Le nombre de médaillons superposés reste le même. La taille des scènes peu ou prou est la même. Il y a vraiment une unité remarquable dans l'ensemble, par-delà les décennies. Ce chantier s'achève vers 1240, date de la mort de l'évêque Guillaume de Beaumont. Alors, au Mans, on passe sur quelque chose d'une toute autre échelle. Au Mans, on a un changement radical pour la reconstruction du chœur gothique, mais qui est un changement qui se fait avec des tâtonnements, comme l'a montré Michel Boutier. Alors, l'autorisation de franchir le mur gallo-romain pour développer le chœur est donnée en 1217 par Philippe Auguste aux chanoines. Les chanoines en 1221 achètent des terrains, donc ils sont en train de préparer le chantier. Et nous savons qu'en 1234, la chapelle des Fonds, qui est à l'entrée du chœur côté nord, est ouverte au culte. Donc, ça veut dire que les parties basses du chœur sont faites dans les années 1220-1230, sans doute vitrées dans les années 1230 avant 1234. Au départ, ce chœur très développé devait avoir une élévation plutôt modeste en rapport avec les proportions de l'église romane et de la nef qui venait d'être remaniée en fait. Mais l'arrivée d'un nouvel évêque, Geoffroy de Loudun, change la donne. On veut, avec Geoffroy de Loudun, une élévation beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus ambitieuse, avec 3 niveaux d'élévation et 3 niveaux d'ouverture. Mais les parties basses n'ont pas été prévues pour ça. En fait, il faut réussir à implanter des culées pour pouvoir accueillir les arcs-boutants permettant de soutenir cette élévation beaucoup plus haute. Donc on va épaissir les contreforts, et en épaississant les contreforts qui au départ étaient assez minces, on va altérer une partie des ouvertures des parties basses du chœur, dans le déambulatoire et à l'entrée des chapelles. Ce chœur est entièrement achevé et décoré en 1254, lorsqu'on fait la translation des reliques de Saint-Julien. On a un texte qui relate, alors c'est un texte très orienté qui est produit par les clercs, qui relate cette translation, mais qui marque bien toute l'effervescence de la population, des fidèles. On fait venir tous les aristocrates du lieu pour veiller les reliques de Saint-Julien. On voit l'affolement des corporations donatrices, les vignerons qui sont en train de presque fouetter les peintres verriers pour qu'ils terminent le vitrail à temps pour la translation des reliques. L'obituaire de la Croix du Mans atteste bien aussi de toutes ces créations de vitraux qui sont faits avant 1254 et la présence des donateurs dans les vitraux de tous les états de la société vient corroborer cette datation autour de 1254 pour la fin des travaux. Dans les 3 cas, à Poitiers, Angers et au Mans, on continue à faire des vitraux. Mais cette fois-ci, les ateliers qui vont travailler ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des différences d'orientation qui sont vraiment notables. Autant au XIIe siècle, on a l'impression d'une unité picturale, artistique qui est très très forte dans ces régions-là. Autant au XIIIe, les choses commencent à prendre des orientations différentes. Poitiers va se distinguer avec un art encore souvent plus frustre, mais qui est fidèle aux premiers partis esthétiques déterminés au XIIe siècle, jusqu'aux années 1220-1225, quand on arrête complètement le premier programme figuré et narratif. 2 grands ateliers peuvent être isolés pour la suite de ce chantier, c'est-à-dire le petit transept et les travées orientales de la nef, avec un relais entre les 2 ateliers qui se fait sur le mur occidental du transept. Alors d'une part l'atelier de Joseph, qui se situe dans le sillage de l'atelier qui avait fait les verrières d'Abraham, Isaac et Lot, mais les silhouettes des personnages s'allongent, on voit qu'ils ont des chevelures de plus en plus ébouriffées, les drapés sont de plus en plus raides, même si les personnages gardent quelques attitudes d'ensemble qui sont différentes de ce qu'on avait au XIIe siècle. L'autre atelier, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est l'atelier du vitrail de Josué, qui a travaillé sur d'autres vitraux. Lui, il est radicalement différent, avec des personnages qui sont trapus,
engoncés dans des drapés extrêmement lourds qui forment un véritable écran devant le corps des personnages, des visages dont l'expression est peu avenante, avec un nez souvent retroussé, des yeux globuleux, souvent qui ne sont pas au même niveau. On a l'impression qu'ils ont le visage un peu de guingois, des yeux très cernés, et puis des cheveux et des barbes ébouriffées ou avec quelques traits de pinceau, mais quelque chose de très mou dans la façon de peindre ces personnages. Alors la difficulté pour ces vitraux qui sont produits jusque vers 1220-1225, c'est qu'on voit bien d'où ils viennent. Ce sont les héritiers de ce qu'on a fait à la fin du XIIe siècle. On poursuit certaines choses. Il y a une unité décorative qui est importante. Le choix des bordures de médaillons imbriqués, les fermaillés imbriqués, c'est quelque chose que ces ateliers vont pratiquer, tous ensemble. Malheureusement, on n'a aucun point de comparaison. Il n'y a rien de comparable autour de Poitiers ou en dehors de Poitiers. Il n'y a vraiment rien de comparable à cette peinture, que ce soit dans le vitrail, la peinture murale ou la peinture de manuscrit. Donc là, on arrive dans un cul-de-sac, on n'arrive pas à comparer ça avec d'autres choses. La pleine couleur et la figuration sont donc abandonnées brutalement à la cathédrale, mais vont être maintenues sur l'autre grand chantier de la ville à ce moment-là, qui est Sainte-Radegonde, juste derrière la cathédrale, sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Angers et Le Mans, en revanche, vont poursuivre en partie le chemin commun qu'ils avaient amorcé au XIIe siècle. Sur les deux chantiers du Mans, du cœur du Mans et d'Angers, dans les années 1230, on va avoir différents ateliers, mais certains vont refléter les deux grandes tendances des arts figurés du premier quart du XIIIe siècle, le style classique et le style dur. Alors ces deux courants ont été mis en exergue par Luc Godecki dans un article de la Revue de l'Art autour du cas du maître de Saint-Chéron à Chartres. Je vous montre deux exemples particulièrement parlants à Chartres du style classique et du style dur. Le style classique, donc avec la verrière de Charlemagne à gauche, c'est quelque part l'héritier du style 1200. Ce style qui marque la fin du XIIe et le tout début du XIIIe siècle, avec des personnages aux proportions très harmonieuses, des drapés très souples soulignant les volumes, les formes du corps évoquant la structure antique, des chevelures en mèches parallèles, un peu longues, des visages ovales, quelque chose de très harmonieux. Cette esthétique, en fait, elle perdure très longtemps. On parle souvent du style 1200, mais ce qui en dérive dure jusque dans les années 1230, voire même jusque dans les années 1240. Alors les choses vont se simplifier. Les drapés vont devenir de plus en plus raides, mais on est toujours dans la fin de ce style classique. Dans les années 1210, en parallèle de cela, se développe une autre tendance que Godecki a appelée le style dur, et qu'il définit autour de l'exemple de l'activité de l'atelier du maître de Saint-Chéron à Chartres. C'est-à-dire des personnages aux proportions massives, parfois trapus, engoncés dans des drapés très lourds, qui n'ont évidemment pas la fluidité de ce que l'on a. Par exemple, si vous comparez le vitrail de Charlemagne et le vitrail de Saint-Chéron, on est dans deux mondes totalement différents. Et une amorce de plis cassés que l'on va voir se développer dans les années 1240. Dans les visages, ce sont des visages qui sont systématiquement très larges, avec un nez court, bosselé, des yeux en bicorne, c'est-à-dire que la partie inférieure est rectiligne, le haut forme un arc, des lèvres très charnues. Alors ces tendances, qui sont particulièrement visibles à Chartres, ne sont peut-être pas nées à Chartres. En fait, on les trouve sur d'autres édifices contemporains. Par exemple, à Bourges, on y reviendra. Et puis, on les trouve après la fin du chantier de Chartres, dans les années 1225-1230 au plus tard, à Troyes, où le maître de Saint-Chéron aurait ensuite été travaillé, comme l'a démontré Sylvie Balcon-Bélier. Alors, pour revenir dans l'Ouest, maintenant qu'on a vu ces deux exemples de tendance du début du XIIIe siècle, le style classique et le style dur, dans l'Ouest, on va voir une trace de ces courants stylistiques à Angers et au Mans. À Angers, le chœur et une partie du transept vont être vitrés dans une même phase sous Guillaume de Beaumont dans les années 1230-1235, avec plusieurs ateliers différents.
Dans cet ensemble, toute la travée droite du chœur adopte ce style classique. Alors, il y a différents peintres, c'est très clair, mais tous obéissent à cette esthétique-là. Et rien n'annonce à Angers, en fait. Il n'y a pas de prémisse. Ça arrive tout d'un coup dans cette travée droite du chœur, et c'est vraiment localisé dans la travée droite du chœur. On est déjà dans les années 1230, donc on a des drapés qui ont tendance à devenir de plus en plus simplifiés, de plus en plus rigides, mais on est vraiment dans cette mouvance du style classique qui se développe dans le premier tiers du XIIIe siècle. On peut rapprocher ces vitraux de la travée droite du chœur d'Angers de vitraux des parties hautes du chœur de Coutances, à plusieurs centaines de kilomètres. Sincèrement, c'est extrêmement proche au niveau de la peinture des visages, de la peinture des drapés. Alors le Mans, c'est la chose qui est la plus compliquée à étudier. Je vous ai dit que déjà pour le XIIe siècle, c'était complexe parce que en fait, nous sommes face à un remaniement du XIXe. Pour les vitraux des parties basses du XIIIe, c'est pareil. En fait, toutes les parties basses de la cathédrale du Mans ont été dévastées en 1562 par les Huguenots. Tout était replacé dans un désordre inextricable, et c'est au XIXe siècle, dans les années 1880, qu'on a rationalisé. Parfois à très bon escient, sans doute en étant conforme à ce qui était décidé au XIIIe siècle, parfois c'est plus discutable. Le problème que l'on a au Mans, c'est qu'on a perdu énormément de choses dans les parties basses. Il reste beaucoup de vitraux, mais par rapport à la masse de vitraux qui a été produite dans les années 1250, en fait, on n'a pas grand-chose. Et quand on examine ces vitraux, on est frappé par une très très grande unité. Une très grande unité stylistique et une très grande unité dans la coloration. Est-ce que c'est un effet de conservation? Est-ce que c'est le hasard qui veut que quasiment la totalité de ce qui nous est parvenu des parties basses du Mans appartiennent au style classique et soient aussi unifiés? Ou est-ce que c'est le hasard de la conservation? Est-ce que ça reflète vraiment le décor du chœur au XIIIe? C'est impossible de le savoir. Donc ces vitraux du XIIIe siècle de la cathédrale du Mans, les parties basses, sont surtout concentrés maintenant dans la chapelle de la Vierge, la chapelle d'Axe, dans le tympan de la chapelle des fonts baptismaux, dans une chapelle à l'entrée du chœur côté sud, et ce qui est maintenant la chapelle Saint-Louis avec un vitrail de Saint-Éloi de Saint-Nicolas. Alors, il y a des différences de mains. On voit bien qu'il y a au moins 3 peintres différents, mais ce qui frappe, c'est que tout se rattache à ce style classique. Tout est une déclinaison de ce style très classique. Et aussi, malgré les différences de peinture, il y a une unité de coloration qui est remarquable. Ces vitraux, les scènes de ces vitraux refusent le rouge. Le rouge est quasiment absent de la totalité des scènes de ces vitraux. Il est employé pour des auréoles de ci, de là. Éventuellement un ornement, rien de plus. En fait, toutes les scènes reposent sur le bleu des fonds, le pourpre, le blanc, le jaune, le vert. Rien d'autre. Le rouge est un absent. Il est uniquement employé pour les filets, qui cernent les médaillons, et les mosaïques. Ça, ça marque la totalité de cette production. On a l'impression qu'il y a un concepteur d'ensemble de cette décoration qui a défini, par-delà les différents ateliers qui l'ont travaillé, l'allure générale de ce à quoi devaient ressembler ces vitraux. Alors, dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale du Mans, ce style classique, évidemment en toute objectivité, est porté à une véritable apogée. On a rarement vu quelque chose d'aussi soigné et d'aussi gracieux. C'est mon goût pour l'ouest de la France qui parle. On voit les différences de mains, mais ces gens-là parlent à chaque fois la même langue. Parmi ces ateliers, celui que vous avez là, alors malheureusement ce sont des verres souvent qui sont très altérés, donc ces photos ont été prises avant le nettoyage, mais les verres sont très très corrodés, les bleus sont quasi noirs maintenant. Donc l'un de ces ateliers est marqué par des personnages dont les visages sont comme un petit peu empâtés, avec un menton bas de la mâchoire assez lourd, des chevelures toujours longues, et une façon de faire les bouches. On a l'impression que les personnages sont tous en train de sourire. C'est vraiment une caractéristique de cet atelier-là. L'autre atelier, c'est évidemment très proche, mais il y a un raffinement dans le pinceau, il y a plus de variations dans le trait du pinceau. Les yeux sont plus petits
plus rapprochés, les sourcils plus courts aussi. Il y a un jeu sur la façon de peindre les mèches de cheveux, les mèches de barbe soigneusement ordonnancées, toujours parfaitement symétriques. Les yeux, on a l'impression que la plupart de ces personnages sont maquillés, sur les paupières inférieures et supérieures, comme s'il y avait du col sur les yeux. Les chevelures, toujours très ébouriffées. Et cet atelier ou ce peintre se distingue aussi par un raffinement des nuances que n'a pas son collègue. Il va jouer sur les nuances, par exemple, de bleu. Dans le vitrail de l'arbre de Gessé, il y a le bleu du fond des personnages, très soutenu, et le bleu des mosaïques qui accompagnent les prophètes à côté, très pâle. Il va jouer aussi sur les tonalités chairs des personnages. S'il a plusieurs personnages dans la même scène, il y en a un qui aura des chairs plus jaunes, l'autre plus rose, l'autre plus blanche. C'est vraiment un choix qui est raisonné et il est le seul à le faire. Alors, ce chantier du Mans a aussi influencé des chantiers de la région. À côté du Mans, la petite église de Vivoin, dont l'architecture est très mal datée, montre une référence au modèle que l'on a au Mans. On retrouve dans les deux cas, il reste des vies de Saint-Martin, avec la scène de la messe de Saint-Martin. On est sur le même modèle qui est repris. On a rajouté il y a deux personnages qui sont en plus sur le côté gauche au Mans, mais c'est exactement le même modèle qui a été repris à Vivoin, qui a dû s'inspirer du Mans. Alors dans ces vitraux des parties basses du Mans, autre peintre qui lui a un côté plus raide dans la façon de traiter ses drapés. Quand on regarde ici le vitrail de Saint-Nicolas, on est, je ne sais pas si oui, il reste. On n'a pas du tout le côté très fluide que l'on avait avant, si je reviens. Voilà, la façon de faire les drapés n'est pas la même. On reste dans le style issu du style classique, mais c'est quelque chose déjà de plus raide. On peut rapprocher cette peinture d'un vitrail d'Angers, le vitrail de Thomas Becket. Mais malgré les différences de peintres, vous voyez que ce vitrail de Saint-Nicolas, c'est vrai aussi pour le vitrail de Saint-Éloi par les mêmes peintres, on garde la même unité colorée au Mans. C'est ça qui est frappant. On a vraiment l'impression qu'il y a eu une conception d'ensemble et que les peintres s'y sont pliés. Alors reste les questions de chronologie. C'est assez difficile à trancher. Le Mans semble antérieur à Angers. Si on pense que la chapelle des Fonts qui est ouverte au culte en 1234, marque la fin des travaux, les vitraux du Mans sont légèrement antérieurs à ceux de la cathédrale d'Angers, donc on situe la fin vers 1239-1240, à la fin du chœur et à la mort de Guillaume de Beaumont. Avec la simplification des ornements, de l'organisation des baies aussi, l'introduction de décors plus gothiques, comme ces mosaïques, ces décors des équations géométriques ici, qu'on commence à introduire au Mans et Angers, mais c'est jamais systématique, contrairement à d'autres chantiers. Angers et Le Mans prennent une direction qui est résolument différente de celle de Poitiers. Et ça se confirme dans la peinture avec l'introduction de ce style classique qui était inconnu jusqu'alors dans ces contrées. On va trouver cependant un écho du style classique et du style dur, là on ne l'attend pas, derrière la cathédrale de Poitiers, dans la nef de Sainte-Radegonde. Alors cette nef, elle est construite entre les années 1240 et 1270, je vous renvoie aux études d'Yves Blum, et son chantier commence au moment où le chantier de la cathédrale s'infléchit totalement. Elle suit les formes architecturales de la cathédrale. D'abord en reprenant les formes de l'architecture plantagenète, puis en ayant des réseaux de plus en plus complexes qui sont directement inspirés des fenêtres plus récentes de la cathédrale. C'est un chantier qui est très long pour l'architecture mais aussi pour les vitraux. Il y a deux phases de vitrerie différentes entre les travées orientales et les parties occidentales. À Sainte-Radegonde de Poitiers, dans la première phase du chantier sur les parties occidentales, on va trouver les échos, presque les derniers feux de ces deux courants que l'on connaît depuis le début du XIIIe siècle, le style classique et le style dur. Simplement, le style classique ici avec l'enfance du Christ, on est sur quelque chose qui devient de plus en plus raide. On va voir quelque chose de similaire dans les parties basses de Tours avant 1237.
Et le style dur, on en a une traduction qui est particulièrement maladroite à Saint-Radegonde, mais on trouve ces personnages massifs, la volonté d'essayer de creuser les drapés, de créer des sortes de plis cassés, presque débordants, mais très maladroits. Et on retrouve ce schéma des visages très larges, les yeux en bicorne, le nez bossé, les lèvres charnues. Alors malheureusement, dans ces régions, trop de choses ont été perdues. En fait, on voit des rapprochements, mais on a du mal parfois à comprendre comment les choses se sont produites. Comment ce style classique, qui n'est pas connu dans l'ouest de la France avant Angers et Le Mans, est arrivé là-bas. Le style Doussan n'existe pas dans l'ouest de la France. Comment ce style classique qui en dérive arrive à Angers et au Mans par le biais d'artistes qui viennent d'ailleurs, certainement. Mais pour l'instant, ça reste des hypothèses. Alors, je vous disais que Le Mans était caractérisé par une très grande homogénéité du décor des parties basses, en tous les cas de ce qui nous est parvenu. À une exception près, la verrière qui se trouve dans l'axe de la chapelle d'Axe, qui est donc la chapelle de la Vierge, c'est une verrière de la Nouvelle Alliance. Cette verrière n'a rien à voir avec le reste, que ce soit pour sa coloration ou pour son style. Là, dans cette verrière, on est sur quelque chose qui est pour nous traditionnel, une verrière qui est basée sur la confrontation du rouge et du bleu. Le rouge est présent dans toutes les scènes. Il est dans les vêtements des personnages, il est dans les architectures, il est dans les décors, il est partout. Alors que les autres vitraux évacuent complètement le rouge. On a dans cette verrière une très grande unité des compositions, une très grande unité de la coloration. Le schéma de la verrière est clairement donné par l'un des artistes qui l'a peint, parce qu'il y a deux artistes sur ce vitrail. L'artiste principal que vous avez à gauche, et un artiste secondaire qui a fait le haut de la verrière et qui s'est conformé en fait un petit peu à ce qu'on lui a dit. La seule chose qui les différencie, c'est la technique, enfin, outre le style, la technique picturale d'application de la grisaille. L'artiste secondaire travaille énormément avec les lavis en face externe. Chez lui, c'est systématique, c'est vraiment des très gros lavis en face externe pour renforcer le modelé des personnages et le volume des drapés. Le peintre principal ne les emploie jamais. Il évite même les lavis en face interne. Autre différence, le choix des verres des tonalités chères. Le peintre principal privilégie des verres quasiment blancs. Son acolyte choisit des verres qui sont plus beiges, qui sont plus proches des tonalités chères. Alors ce vitrail n'appartient absolument pas à ce style classique qui marque les parties basses du Mans, mais à l'autre tendance, le style dur qu'avait vu Brodecki. On retrouve cette monumentalité des personnages, les personnages qui sont massifs, avec des drapés lourds, cassants. Alors ici, ils sont traités comme des sortes de grosses épingles, de grandes spatules, qui ne sont pas chargées de lavis, mais d'une multitude de traits de plus en plus fins pour essayer de creuser les étoffes. On retrouve les visages larges, le nez court, bosselé, les yeux en bicorne, les sourcils presque droits et les lèvres charnues. Alors, ça appartient à cette mouvance du style dur. Néanmoins, ce n'est pas du tout l'atelier du maître de Saint-Chéron qu'on trouve là. Il y a au Mans une sorte de maniérisme, le terme est anachronique, mais dans la multiplication des détails, il va représenter les cils des yeux des personnages. Il va faire ce petit décor d'approche-cœur sur le front, sur les tempes des personnages de manière systématique. Ça, on ne l'a jamais chez le maître de Saint-Chéron à Chartres. Ce peintre, est-ce que c'est un hasard de la conservation, puisqu'on n'a pas grand-chose qui subsiste des parties basses du cœur du Mans? Est-ce que c'est un hasard de la conservation? On a l'impression qu'il est juste arrivé, il a fait un vitrail et il est reparti. Il est parti où? Il est parti à Angers. En fait, on le retrouve dans le cœur de la cathédrale d'Angers, juste pour une lancette, la partie droite de la vie de Saint-Julien du Mans, qu'il a exécutée. Donc c'est lui qui a fait la figure de Guillaume de Beaumont. On retrouve sa façon de peindre, ce côté extrêmement détaillé dans les chevelures, la délicatesse du pinceau pour les visages des personnages, cette façon de faire les drapés assez particulière en épingle ou en spatule, pas chargée de lavis mais d'une multitude de traits très très fins.
côté très graphique. Et ce qu'on va retrouver aussi chez lui, c'est des choix de couleurs, des choix de verres. En fait, il a des verres au Mans et à Angers qui ne sont pas les mêmes que les autres, ils sont peu corrodés. Alors, c'est juste l'œil qui dit ça. Il n'y a pas eu d'analyse physico-chimique, néanmoins, ils ne sont pas dans le même état de corrosion que les autres. Les blancs sont restés très limpides, les jaunes sont des jaunes citron, il aime le bleu très très pâle, et ça on le trouve au Mans et à Angers. Est-ce qu'il est venu avec ses verres? Est-ce qu'il se fournissait à une verrerie particulière? J'en ai pas la moindre idée. Et on retrouve la même chose sur les deux chantiers. Alors, la question est de savoir d'où vient cet homme-là. En fait, rien n'annonce, pas plus que le style classique, rien n'annonce cela dans l'Ouest. Il ne vient pas de Chartres. Ce n'est pas le maître de Saint-Chéron. En fait, ce peintre vient du Berry. Il vient de la cathédrale de Bourges. Le Berry est marqué par un chantier qui se démarque des autres grandes cathédrales de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, qui est la cathédrale de Bourges, qui est construite à partir du dernier quart du XIIe siècle par l'angle sud-est. Je vous renvoie aux études de Brenner et de Peter Philipson. La date de l'incendie de 1195, qu'on emploie toujours pour dater le début du chantier, en réalité n'est pas vraiment probante. Le chantier était déjà en cours. L'incendie était quelque part, si je puis me permettre, une sorte de bon prétexte. En 1205, nous savions par des analyses anthropologiques que les accès à l'église basse étaient voûtés. En 1214, un règlement du chœur montre que le chœur est en service, donc que les vitraux sont en place pour les parties basses. En 1225, un concile a lieu dans le chœur de la cathédrale, c'est-à-dire que le chœur est achevé, et en fait il est même achevé certainement dès 1223, quand on règle la question des cierges qui doivent brûler devant la châsse de Saint-Guillaume qui se trouvait au fin fond de l'abside. Les vitraux ont été faits en même temps que l'architecture, ça suit l'architecture. Il y a d'abord les parties basses, puis en un seul jet les parties intermédiaires et les parties hautes. Dans les parties basses, Grodecki avait identifié 3 ateliers. L'un qui appartient à cette mouvance classique que l'on connaît par cœur maintenant, il est tiers du style 1200, un atelier sans doute venu du nord de la Loire, qu'on appelle l'atelier du maître du jugement dernier ou de la Nouvelle Alliance. Un autre atelier s'en distingue complètement, on parle parfois d'atelier roman, c'est l'atelier du maître du bon samaritain, complètement différent, où là on note un goût pour la couleur. Si vous regardez la façon de faire ces arbres en couronne de feuillage de différentes couleurs, qui est vraiment caractéristique de cet atelier, des personnages plus trapus, avec une tête importante par rapport au reste du corps, des drapés qui forment écran, et parfois on a l'impression d'étoffes complètement chiffonnées, on a du mal à voir comment sont traités les drapés si vous regardez le pagne de l'homme qui a été agressé par les brigands. C'est aussi un atelier qui est marqué par une véritable horreur du vide et une prolifération des éléments décoratifs partout dans le vitrail, dans les scènes, dans les équinçons, dans les bordures. Le dernier atelier est celui de l'invention des reliques de Saint-Étienne, qui a été le plus prolifique, qui est marqué par des personnages fluets. On a presque l'impression parfois qu'ils sont un peu invertébrés, pour les bras et les jambes par exemple. Des drapés assez souples, mais un peu mous. C'est celui qui a fait le plus de vitraux dans les parties basses. Il y a très net, on voit de façon très nette différents peintres, et tout n'est pas de la même qualité dans cet atelier-là. Parmi ces ateliers, le maître du bon samaritain n'est pas resté à Bourges. Il est parti à quelques centaines de kilomètres de là, en Bourgogne, à Semur-en-Auxois, où il a fait quelques vitraux. Sa façon de peindre est tellement caractéristique qu'il n'y a aucun doute, c'est vraiment le même atelier qui est parti de Bourges à Semur-en-Auxois quelques années après. Dans les parties hautes, on ne va retrouver qu'un seul des ateliers qui avait travaillé en bas. C'est l'atelier du jugement dernier. Donc cet atelier, vraiment le chantre du style classique avec ses drapés très fluides. Mais il va partager son travail avec un nouveau venu. Alors c'est un chantier qui est très particulier, très rationalisé. En fait, ils travaillent ensemble, ils font différents cartons pour ces grands personnages, et ils vont devoir travailler sur les cartons qui n'ont pas forcément dessiné eux-mêmes. Les cartons ont été divisés, il y a les corps, il y a les têtes, il y a les dés, il y a les bordures, et on combine tout ça.
On voit bien la différence de conception des personnages d'un atelier à l'autre. À gauche, le Saint-Jacques appartient à la manière du Jugement dernier. C'est drapé extrêmement fluide, un peu antiquisant. À droite, le Sophonie, c'est quelque chose de totalement différent. J'ai mis un détail du drapé où on a ces espèces de spatules, de grandes épingles, où il n'y a pas de lavis, mais il y a toute une sorte de lacis, de petits traits de plus en plus fins à l'intérieur. Et on voit la différence de conception des visages entre le Saint-Pierre et l'apôtre à côté, où on retrouve bien en fait la patte de l'artiste qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance à la cathédrale du Mans. C'est bien lui. En fait, il est travaillé d'abord, alors je ne sais pas d'où il venait, mais on le trouve d'abord dans les parties hautes de Bourges. Le chœur de Bourges est terminé au plus tard en 1225. On retrouve ce peintre au Mans dans les années 1230, puis à Angers, juste après. Alors, ce peintre, il n'est pas juste venu avec son pinceau et éventuellement ses verres. Il est venu avec sa connaissance du chantier de Bourges. Ce qui frappe quand on regarde attentivement les vitraux de la Nouvelle Alliance, du Mans et celle de Bourges, ce sont les similitudes. Au début, on a l'impression de choses différentes, parce que le style de la peinture est différent. Quand on étudie les scènes, quand on les décrit, là, c'est une toute autre chose. Alors, la Nouvelle Alliance est en fait une verrière de la Passion typologique. Ce sont des grands épisodes de la Passion qui sont mis en regard d'épisodes de l'Ancien Testament qui annoncent ce qui se passe dans le Nouveau. C'est en quelque sorte l'équivalent visuel d'un commentaire d'exégèse. Alors dans ces verrières, il y a plusieurs passions typologiques que nous connaissons. À l'époque gothique, il y a 4 verrières. Je les ai mises dans l'ordre chronologique. Celles de Bourges et de Chartres sont quasi contemporaines. Puis viennent celles du Mans et celles de Tours. Donc, on est entre 1205 à peu près 1237. Il y a des éléments récurrents, des scènes que l'on retrouve. Évidemment, il y a la crucifixion à chaque fois, la résurrection du Christ. Dans les épisodes de l'Ancien Testament, on va reprendre certains éléments. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la même chose. L'emplacement des épisodes peut varier et infléchir le discours iconographique. Le détail de la façon de représenter tel ou tel épisode varie et change le discours iconographique. À Bourges, à gauche, l'idée qui sous-tend tout ce vitrail, ce qui lui a fait donner le nom de Nouvelle Alliance par les pères Caillé et Martin du XIXe siècle, c'est l'idée que la nouvelle loi est conclue grâce au sacrifice du Christ. Et on insiste vraiment sur cela. Ça se termine d'ailleurs par le panneau au sommet représentant la bénédiction d'Éphraïm et Manassé avec une inscription qui rappelle la bénédiction d'Isaac et la première alliance. Au Mans, l'accent est mis évidemment sur l'idée de sacrifice, en remontant à la Genèse avec Caïn et Abel, ce qui n'est pas le cas à Bourges, il n'y a pas la scène du sacrifice de la mort d'Abel, en mettant l'accent sur la rédemption et en terminant avec la parousie et la résurrection des morts. Cela, nous ne l'avons pas à Bourges. Alors, ça ne veut pas dire que la parousie n'existe pas à Bourges, elle existe dans un autre vitrail, elle va conclure le vitrail du Jugement dernier. En tous les cas, elle ne fait pas partie de l'ensemble de la Nouvelle Alliance à la cathédrale de Bourges. Le message que les commanditaires ont voulu transmettre à Bourges et au Mans n'est donc pas tout à fait le même. On va voir aussi des différences dans certaines scènes. On a la crucifixion dans les deux vitraux. Elles sont radicalement différentes en réalité. Au Mans, c'est une crucifixion, on va dire, classique. Le Christ entre la Vierge et Saint Jean. À Bourges, c'est différent. C'est le Christ en croix entre l'Église qui recueille son sang et la synagogue. On va retrouver 2 scènes avec Moïse qui sont les mêmes, le rocher d'Horeb et le serpent d'airain dans les 2 cas. Les compositions sont très proches, en revanche, l'assistance qui est présente n'est pas du tout la même à Bourges et au Mans. Donc il y a un infléchissement dans l'iconographie de ces vitraux. On a aussi des différences plastiques qui sont liées d'une part à la taille des fenêtres. La fenêtre du Mans est beaucoup plus étroite, donc déjà on se passe de la bordure. Les formes des médaillons ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que l'agencement des scènes va être différent. À Bourges, les scènes de l'Ancien Testament sont majoritairement incluses dans des arcs de cercle, ce qui n'est pas très pratique à composer. Au Mans, ce sont des lobes.
Donc les compositions vont être réagencées. Néanmoins, on va se rendre compte qu'il y a des correspondances entre ces deux vitraux dans les compositions et au-delà dans la coloration qui est choisie. Les scènes qui sont communes à Bourges et au Mans sont la veuve de Sarepta, le portement de croix, le Segnunto combiné à la Pâque, Jacob bénissant Ephraim et Manassé, Élusée et ressuscitant le fils de la Sunamite, David et le pélican, le lion et ses petits, Jonas, la crucifixion, la résurrection du Christ, et les deux scènes de Moïse. Alors voilà par exemple la veuve de Sarepta. On se rend compte que, alors de manière générale, au Mans, nous n'avons pas d'inscription, à part un cas particulier où on va nommer un prophète, mais il n'y a pas d'inscription au Mans. On a la même attitude du prophète. Il est vêtu, là encore, dans les deux cas, d'un drapé rouge. La veuve de Sarepta est vêtue de pourpre. Les deux enfants, l'un derrière l'autre, sont en pourpre et en vert. Les rapports colorés sont juste inversés entre les deux enfants. Le portement de croix, il est bien plus dynamique, bien plus dramatique à Bourges qu'au Mans, où c'est plus statique, mais on retrouve les mêmes attitudes des personnages, les mêmes rapports colorés. Le périsonium jaune du Christ, le vêtement pourpre du personnage qui aide à porter la croix, son manteau blanc, la tunique blanche et le manteau pourpre de la femme derrière, et sa compagne qui est en vert et en jaune avec son voile qui s'envole derrière elle. La première Pâque et le Signunto qui sont combinés dans la même composition, on retrouve une composition qui est très proche et des rapports colorés qui sont quasi identiques, à la différence du petit personnage qui égorge l'agneau, qui est vêtu en bleu et jaune au Mans, au lieu du pourpre et du blanc à Bourges. Pour le lion et ses petits, on va jusqu'à reprendre ce jeu du lion qui slalome entre les arbres pour atteindre son petit et lui redonner la vie. Les compositions, la plupart du temps, sont très proches. Le choix des couleurs est similaire dans la plupart des scènes. Nous savons que ce peintre, au Mans, venait de Bourges. Il connaissait nécessairement les vitraux des parties basses qui avaient été faites auparavant. Il est possible qu'il ait pris des croquis de ces vitraux. Est-ce qu'il avait pris quelques scènes? Est-ce qu'il avait dessiné des vitraux entiers? Ces croquis devaient comporter les couleurs pour qu'il les reprenne comme ça, d'une scène à l'autre, depuis Bourges jusqu'au Mans. Engagé pour créer le vitrail de la Nouvelle Alliance au Mans, il est possible qu'il a puisé dans son répertoire pour les scènes qui étaient déjà présentes à Bourges, mais ça n'a jamais été une copie servile. Le commanditaire lui a demandé de changer certaines choses, lui a demandé de ne pas mettre les inscriptions, alors qu'elles sont capitales à la cathédrale de Bourges, et qu'elles changent un petit peu le message du récit. Ici, pour Jacob bénissant Ephraim et Manassé, on voit que c'est la même composition. Les rapports colorés des fils sont inversés, de gauche à droite, mais il n'y a pas d'inscription. À Bourges, on insiste sur cette première alliance, celle d'Abraham. Au Mans, ce qui est plutôt symbolisé, ce sont les deux communautés, avec les deux équipes à l'arrière, les juifs et les gentils. Donc le message iconographique est différent. Pareil pour la résurrection faite par Élisée, c'est le seul endroit où il y a une inscription à Bourges. Au Mans, il n'y en a pas à Bourges, et ce qui a justement posé des problèmes pour la lecture de la scène. Au Mans, on a précisé, comme si on voulait être sûr que c'est bien Élisée qui est représenté dans cette scène. La scène de Bourges est beaucoup plus proche du récit biblique. Elle reprend l'idée d'Élisée qui est quasiment couché sur le jeune homme qui va ressusciter. À Bourges, il est en retrait, mais on a matérialisé le souffle du prophète. On retrouve un prophète habillé en vert et en jaune, un jeune homme qui se trouve bordé d'une couverture pourpre sur son lit. Je me suis demandé si pour la partie haute du vitrail du Mans, qui représente la résurrection des morts et la parodie, si le peintre du Mans n'avait pas, là encore, été puisé dans les modèles de Bourges, dans le haut du vitrail du jugement dernier. Ben là non, il a créé quelque chose qui est différent, qui ne se réfère pas à ce modèle de Bourges. Les modèles que le peintre avait avec lui ne s'étaient pas limités au vitrail de la Nouvelle Alliance.
Certains détails vraiment caractéristiques montrent qu'il a puisé dans d'autres verrières. Il a repris, pour la cathédrale du Mans, mais aussi à Angers, le schéma des arbres en couronne multicolore qui avait été développé par le maître du Bon Samaritain. Il va avoir une collection de dessins avec lui dans lesquels il a puisé pour ses vitraux. À l'approche du milieu du XIIIe siècle, les 3 chantiers majeurs de l'Ouest que j'ai évoqués sont quasiment terminés. La d'Angers est achevée en 1240, celle de Poitiers abandonne son décor figuré dans les années 1220-1225, le chœur du Mans est terminé en 1254. À Sainte-Radegonde de Poitiers, le chantier s'achève peu après 1270. À Bourges, les parties hautes de la cathédrale sont terminées dans la nef, sont terminées à la fin des années 1250, puisque la charpente date de 1256. Sur les chantiers qui se poursuivent passé le milieu du siècle, on peut encore faire quelques rapprochements. Parfois, il est difficile de trancher sur ce qui reflète vraiment l'esthétique d'une époque, ou ce qui, au contraire, marque le passage d'un atelier, d'un édifice à l'autre. Le chantier clé de ce moment-là, c'est la cathédrale de Tours. Les parties hautes du chœur de la cathédrale de Tours, réalisées entre les années 1240 et les années 1260. L'un des donateurs des vitraux qui est représenté est Jacques de Guérande, un chanoine de Tours devenu évêque de Nantes en 1264. Il est représenté avec les attributs de sa fonction épiscopale dans les vitraux, ce qui implique que ces vitraux datent au plus tôt de 1264. Donc on est sur des vitraux réalisés autour des années 1260. Ce chantier a une importance particulière pour la suite de la peinture sur verre dans ces régions, dans l'ouest et dans le centre de la France. On va trouver des choses très proches dans d'autres fondations de la ville de Tours, dans des églises plus petites autour de Tours, mais aussi jusqu'à Vendôme, dans les parties hautes du Mans pour quelques vitraux, et jusqu'à Sainte-Radegonde de Poitiers, dans une seule verrière, dans les travées occidentales de la nef, la verrière du Miracle des Avoines. Là, on est plutôt sur une esthétique qui se développe et qui rayonne sur toute une région et au-delà des frontières d'une région particulière. Mais à Bourges, les rapprochements vont être beaucoup plus précis. Une fois le chœur achevé, les travaux vont se poursuivre dans la nef. Alors, il ne reste presque plus rien des baies basses, mais les baies intermédiaires et hautes sont conservées. Elles montrent un changement esthétique radical qui ne marque pas, je passe ma vie à insister, ce n'est pas une économie de chantier, c'est le changement d'un espace, on passe du chœur liturgique à la nef qui est réservé aux fidèles, on change de décor, la pleine couleur et les narrations sont dans le chœur liturgique, la grisaille dans la nef. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le programme figuré, en fait il se poursuit dans les roses, des baies intermédiaires et hautes, et ces roses font la jonction entre l'iconographie de la façade et l'iconographie du chœur. Donc on garde la pleine couleur et la figuration dans les roses. Et dans ces roses, certaines de ces représentations pointent vers le chantier de la cathédrale de Tours. C'est extrêmement proche au point d'y voir l'activité d'un même atelier. Donc voilà ce qu'il y a à Bourges. On retrouve donc des personnages, alors j'ai pas mis le montage complet de l'oculus, donc des drapés qui sont des drapés souvent avec des bordons, des visages qui sont marqués avec un menton un peu en retrait qui part comme biseauté vers le cou, des toutes petites bouches très maussades, un nez un peu busqué, des yeux faits dessinés comme par un seul poil du pinceau, très effilés, presque bridés, et les sourcils extrêmement fins, bien marqués, parfois qui forment une pointe sur le fond comme si les personnages avaient une légère tristesse. Et cela, on le retrouve chez l'un des peintres des parties hautes de Bourges, le maître de la Passion, qui a été étudié par Linda Papanicolaou dans sa thèse. Ces vitraux de la cathédrale de Tours, si on se fie à l'identification des donateurs, doivent remonter aux années 1260. Peut-être que ce peintre a d'abord travaillé sur les parties hautes de la nef de Bourges. Reste à comprendre son origine. Ça reste à creuser. Linda Papanicolaou la voyait dans le milieu parisien. Tant les réalisations du chœur de Bourges évoquent ce qui se fait après la Sainte-Chapelle,
dans le vitrail et dans l'enluminure parisienne. Alors l'étude des déplacements des ateliers et des peintres, évidemment, est complexe pour des périodes où nous n'avons pas de texte et qu'une petite partie de la production. Parfois, on est dans une impasse, comme pour Poitiers, où on ne trouve rien de comparable à certains vitraux. Elle montre qu'on a quand même bien, au-delà des courants stylistiques qui sont propres à une époque ou à une région, des déplacements d'artistes au gré des chantiers. Alors c'est surtout évident pour les artistes dont la façon de peindre est la plus distinctive. Dans d'autres cas, il faut rester prudent. Ces déplacements d'artistes se doublent parfois de l'emploi de vers particuliers. C'est ce que j'ai l'impression de voir pour ce peintre qui a travaillé à Bourges, au Mans et à Angers. Il a toujours des vers qui sont restés très limpides sur les 3 chantiers, des bleus pâles, des jaunes citrons, des blancs éclatants, que ses collègues qui travaillent en même temps n'ont pas. Là, maintenant, j'ai plus qu'à rêver qu'il y ait un jour des analyses physico-chimiques sur les 3 ensembles qui corroboreront peut-être ce que je vois ou au contraire pas du tout. Mais ça reste une question ouverte. Est-ce que ces artistes se fournissaient auprès de verreries particulières parce qu'ils préféraient tel ou tel type de verre? Est-ce qu'ils venaient avec leur verre? Nous n'en savons rien. Évidemment, les évolutions stylistiques n'ont rien de linéaire, c'est démontré depuis longtemps, on le sait tous. Et on peut avoir sur un même chantier des courants radicalement différents. C'est ce que Brodecki a montré autour de Chartres, au début du XIIIe siècle, qu'on retrouve à Bourges à la même époque, et plus tardivement au Mans dans les années 1230. La circulation des modèles aussi est attestée. La plupart du temps, ces remplois de modèles, les références à une œuvre commune, ne sont pas strictement identiques. Ça dépend parfois d'une inflexion iconographique. Dans la Nouvelle Alliance du Mans, sa source, c'est le vitrail de Bourges. Mais l'iconographie n'est pas rigoureusement identique. Le commanditaire a pu accepter certaines propositions du peintre verrier, en refuser d'autres, en demandant des aménagements parce que lui veut autre chose dans ce qu'il veut montrer. On connaît ces emplois de modèles sur différents sites. On l'a vu entre Le Mans et Vivoin. La scène de la messe de Saint-Martin au Mans a été copiée à Vivoin. On le voyait aussi à Chartres et Bourges. Il y a un modèle commun derrière ce miracle du pain de Saint-Martin. Il y a un modèle commun. Ce ne sont pas les mêmes artistes, mais ils se réfèrent à une œuvre commune, laquelle on ne sait pas. C'est encore visible, non loin de Bourges, à Châteauroux, pour ce grand oculus au cordelier qui représente la parousie et la résurrection des morts. Le modèle auquel s'est référé le peintre à Châteauroux, il n'était pas très loin de là, c'était dans la partie basse du cœur de Bourges, c'était le jugement dernier à Bourges. On retrouve l'attitude du Christ et on retrouve ces anges aux trompettes entrecroisées qui sont répétées de part et d'autre du Christ ici et là, à Châteauroux. Au Mans, pour le vitrail de la Nouvelle Alliance, la circulation des modèles a dû se faire via un artiste en particulier, qui les a adaptés, les a transformés pour s'adapter à une autre pensée, qui émane du commanditaire, et aussi à une réalité technique, les formes des médaillons, la largeur de la baie, qui est différente. Merci de votre attention.